Vous avez aussi, d'accord, l'unité de lieu. Après, l'unité d'action, vous avez le principe de l'unité de lieu. Et dans l'unité de lieu, on disait que, au fait, une histoire devrait se dérouler en un seul lieu. Les indicateurs spatio-temporels ne devraient pas être éparpillés ainsi. Voilà ce que cela signifie, d'accord? L'histoire, une histoire, n'est-ce pas, en un seul lieu. En un lieu. Voilà. Fait pas la même histoire qui peut commencer peut-être dans le décor temporel X et aller finir dans un autre décor temporel T, T1, T2, quelque part. Voilà. Donc l'unité de lieu signifie en ce moment où signifiait que l'intrigue devait se dérouler en un seul lieu. Voilà les contraintes, ou en tout cas les réglementations qui étaient assorties de l'écriture de l'époque du classicisme. Et enfin, l'unité du temps. C'est pourquoi on les appelle les règles de 3 unités. Voilà, l'unité de temps, et dans laquelle unité de temps, on stipulait que aussi de la même manière que le lieu, d'accord, l'intrigue devait se dérouler en une seule journée. Oui. On ne peut pas faire un roman sur 9 ans, 2 mois, 10 ans. Quand on écrit dans l'unité de temps, c'est-à-dire l'intrigue est assortie d'une certaine durée. On ne tire pas les intrigues sur des durées. Cette unité, ce critère-là correspond à cela, d'accord? L'intrigue, n'est-ce pas? L'intrigue en une journée. Voilà. Voilà la canalisation, alors plus ou moins en termes de statistiques, en termes de caractéristiques, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle les règles de 3 unités. Ça, c'est propre au classicisme. Donc, vous voyez, si tu ne peux pas écrire en respectant ceci, on ne peut t'autoriser à écrire, on te permet, n'est-ce pas, d'écrire. Et ensuite, on avait cette prédominance, n'est-ce pas, de l'autorité de l'Église ou simplement de l'autorité ecclésiastique. L'Église était forte à ce siècle. D'accord? Et il était dominé par beaucoup de titres ou en tout cas d'honorabilité ecclésiastique. Et en ce moment, il y a une certaine crainte de Dieu. On remettait beaucoup, n'est-ce pas, à l'actif de Dieu, à l'action de Dieu, bon ou mauvais. On estimait que c'était encore Dieu jusqu'à ces périodes-là, dans une société comme celle dite, voilà, occidentale et précisément française. Donc, cette nouvelle caractéristique-là, c'est, n'est-ce pas, une certaine autorité de l'Église. Voilà, l'autorité de l'Église, on allait dire une autorité ecclésiastique forte. Voilà. Les choses étaient expliquées par l'argument plus ou moins religieux. Voilà. Quand on ne comprend pas un phénomène, on va interroger Dieu et on le verra progressivement. Ça va constituer, n'est-ce pas, à un moment donné, des contestations fortes avec une certaine génération qui va venir plutôt demander à la science, à la raison, etc. D'accord? Mais pour le moment, au classicisme, plus ou moins, d'accord, l'autorité de l'Église, l'autorité ecclésiastique était assez forte. On a aussi, d'accord, une caractéristique, la vraisemblance, pardon, c'est le vraisemblable, la vraisemblance, voilà, la vraisemblance, voilà, et la bienséance. Qu'est-ce que tout ça signifie? La bienséance. Alors, remarquez, le vraisemblable, c'est ce qui semble vrai, mais qui en réalité n'est pas vrai. C'est le principe d'une intrigue dans les faits qui semblent vrais, c'est-à-dire qui se rapprochent le plus possible de la réalité du lecteur. La fiction forte n'était pas
en ce moment trop, si j'allais le dire comme ça, on va le dire le credo, la manière, le style du classicisme. On n'inventait pas. On ne peut pas écrire la planète des singes à une époque pareille. Vous voyez, on écrit de sorte que le lecteur se sente un peu proche, d'accord, dans son environnement. Quand on écrira un château, c'est parce que, eh bien, c'était des constructions en termes de château. Quand on dira le baron, voilà, on ne dira pas peut-être le secrétaire général, le président, etc. Vous voyez, ces réalités-là sont loin du lecteur. On va dire le baron, le comte de, pour, à la place peut-être du chef du village ou du roi ou d'une manière de, on va dire le comte, en ce moment, c'est pas le comte comme compter 1, 2 et 3. Ouais, le lexique, les réalités socio-culturelles, etc. devraient être proches du lecteur. Principe, n'est-ce pas, du vraisemblable. Et pour ce qui est de la bienséance, c'est au fait des caractères comme la politesse, le respect que le classique doit avoir pour son lecteur, d'accord, sans le choquer avec des scènes violentes, les scènes de mort, voilà, des scènes de sang, les scènes obscènes, voilà. C'était des périodes où vous allez vous rendre compte, quand vous regardez l'habillement, par exemple, des acteurs, vous allez vous rendre compte que les robes avaient une manière d'être cousues qui sont différentes des robes d'aujourd'hui. La jupe avait une manière d'être cousue qui était différente, qui est différente de la jupe d'aujourd'hui, de sorte qu'elle protégeait toutes les parties qui ne puissent pas choquer la sensibilité. C'est ça qu'on appelle la bienséance, en gros. D'accord? C'était le rejet de l'extravagance, si vous voulez. La dépravation des mœurs. C'est plus tard que la société européenne connaîtra des robes qui brandissent peut-être des formes, etc. Sinon, quand vous allez voir la robe d'une duchesse ou, je ne sais pas, en tout cas d'une personne noble ou de valeur, la robe est grande, évasée. Peut-être même que la robe peut couvrir sinon tout le propriétaire de la robe. Les tenues des hommes, c'était de la même manière. Vous ne pouvez pas voir la poitrine d'un homme aussi facilement dehors parce que c'est une chemise dont le col se relève jusqu'au cou, etc. Les règles d'habillage, la courtoisie, la finesse, le style, les bonnes manières, etc. Ça, c'est un moment qui caractérise, une caractéristique n'est-ce pas, qui détermine, n'est-ce pas, ce siècle-là. La politesse. Il y avait une manière de saluer un homme, il y avait une manière de saluer une dame. Mes hommages, on ne dira pas mes sentiments distingués à une dame, on dira mes hommages à une dame, mais on dira mes respectabilités, mes cordiales salutations à un homme. Bref, la manière de manger, la posture, etc. C'est ce qui est dans la caractéristique de bienséance de cette étape. Et ça faisait appel enfin à ce qu'on appelle, d'accord, l'idéal de l'homme, de l'honnête homme. D'accord? L'idéal de l'honnête homme signifie quoi? Au fait, l'honnête homme, c'est un citoyen qui devait réunir un certain nombre d'attributs. Quand on dit un honnête homme, alors, c'est plus dans les apparences et le comportement réel, le fond du cœur accompagne en termes de portrait. L'honnête homme était l'homme parfait, stylé, qui avait des manières élégantes, etc., comme ça, que, voilà, qui se distinguait de la brutalité, l'homme qui n'est pas disponible pour les autres, etc. L'honnête homme était l'une des caractéristiques, n'est-ce pas, du classicisme. Voilà. Voilà. On va appeler ça l'idéal de l'honnête homme. Alors, dans l'honnête homme, il faut faire attention. On ne cherchera pas forcément un homme honnête, mais on cherchera un homme qui avait, d'accord, une mise, une caractéristique, un comportement tendant vers l'honnête homme. On ne pourra pas établir la preuve que tous ceux qui avaient l'idée de l'honnête homme étaient effectivement honnêtes. Peut-être. L'histoire de la littérature, peut-être, ne clarifie pas cela comme ça. Mais l'homme faisait l'effort, se donnait toutes les possibilités d'être un homme de politesse, de galanterie, des gestes fins, d'accord? Pas de brutalité, il est disponible pour tout le monde et il est galant. Voilà, c'est que le profil de, justement, l'honnête homme.
au-delà de ces caractéristiques, voilà, que vous pourriez approfondir, d'accord, n'est-ce pas, dans l'occasion de pas mal de lectures, etc. Quelques ouvrages, sinon quelques grands auteurs, d'accord, de ce courant-là se configure comme ce qui suit. Donc, nous allons maintenant découvrir 2 à 3 grands auteurs pour fixer à chaque siècle une image, d'accord, d'auteurs de renom.